Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Ouverture il y a quelques instants du sommet de la Terre à Rio avec la présence de François Hollande. Mais alors que l'état de la planète empire, peu d'avancées sont espérées. Michel Rocard, désavoué à gauche comme à droite après sa proposition de supprimer la dissuasion nucléaire pour faire des économies. Seuls les écologistes, voilà effectivement une possible source d'économie budgétaire. Nous ouvrons le dossier dans le journal. Jean-François Copé marque un point dans la guerre des chefs à droite après la réélection de son ami Christian Jacob à la tête des députés UMP. Invité du 19h, le communicant Thierry Sausset qui imagine, lui, le comeback de Nicolas Sarkozy. 20 ans après le premier sommet de la Terre, la rencontre de Rio vient donc de s'ouvrir. Si l'objectif est toujours de sauver la planète, eh bien, notre planète continue de brûler, comme l'avait dit Jacques Chirac, et de toutes parts, recul de la biodiversité, poursuite du réchauffement climatique ou encore surexploitation continue des ressources naturelles. Signe inquiétant, les grands responsables, en tous les cas les plus grands responsables de la planète, n'ont pas fait le voyage de Rio. Nathalie Guillouard. Une chaîne humaine pour défendre la planète. À Rio, pas de doute, les militants sont là en nombre, contrairement aux grands de ce monde qui ne se sont pas déplacés pour l'événement. Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel et Vladimir Poutine ont renoncé à ce déplacement. Seul François Hollande est présent aujourd'hui. Autre déception, l'accord à minima signé par les délégués des 193 pays de l'ONU. Un texte intitulé « L'avenir que nous voulons ». Un titre plutôt optimiste et pourtant, les Européens ne sont pas convaincus et parlent d'une régression du multilatéralisme. Brice Lalonde, ancien ministre et coordinateur exécutif de l'ONU pour la conférence Rio+20, relativise la portée de cet événement et veut rester positif. C'est quand même une piqûre de rappel au sens où c'est à peu près la même chose qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas vraiment de grande avancée. La véritable avancée, c'est que tous ces pays, dans la négociation, se sont mis d'accord pour fixer d'ici 3 ans des objectifs de développement durable pour toute la planète. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très intéressant. Mais l'écologie est la première à pâtir de la crise financière, même si des objectifs lointains sont fixés à cette conférence. 20 ans après le premier sommet de Rio, peu de résultats sont concluants. Sur les 90 objectifs les plus importants fixés en 1992, seuls 4 ont été suivis d'effets. Nicolas Hulot a voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, jugeant que le candidat du Front de gauche s'était montré le plus performant en tout cas qu'Eva Joly sur l'environnement au second tour. Il a précisé aujourd'hui avoir voté François Hollande. Jean-Louis Borloo se pose en rassembleur du centre. Il préside désormais à l'Assemblée nationale le nouveau groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Quel écho l'ancien ministre, qui a donc réussi à fédérer les différents partis du centre droit, peut-il trouver auprès de la famille centriste du Sénat? C'est l'enquête de Fabrice Cunet. Le coup était préparé depuis plusieurs mois. La défaite de François Bayrou aux législatives a rendu le scénario idéal. En créant un groupe centriste à l'Assemblée, Jean-Louis Borloo veut s'afficher comme la tête de file d'un courant en mal de chef. Traditionnellement, le centre, ce sont les modérés qui pèsent sur la droite. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens s'y retrouvent, mais ont besoin de savoir dans quel type d'alliance. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, je reprends ce flambeau. Reprendre le flambeau, incarner la famille centriste, l'initiative est plutôt fraîchement accueillie au Sénat. Pourquoi vouloir toujours ramener à Jean-Louis Borloo? Ce n'est pas le Deus ex machina. Je pense qu'il aura besoin de rassembler tout le monde. Et pour le moment, nous ne sommes pas en train de désigner un chef. Nous sommes en train de construire une famille, ce qui n'est pas la même chose. Pour Jean Arthuis, cette candidature est prématurée. Et pour lui, Jean-Louis Borloo souffre d'un problème de lisibilité. Toutes ces démarches-là, on en a vu les limites. J'ai vu à un moment Jean-Louis Borloo prendre le flambeau d'une alliance républicaine, écologique et sociale. Bon, travaillons le fond, s'il vous plaît. Reste que Jean-Louis Borloo est une personnalité politique qui compte et pour ses soutiens, ce serait la garantie pour le centre droit de peser dans les débats. Il a, c'est l'image, il a le côté
député le leader, enfin, il a le leadership au niveau médiatique, et c'est important dans une société qui est très médiatisée. L'ancien ministre de l'Environnement le sait, son rêve d'un courant de centre-droit influent passe par l'appui d'une majorité des sénateurs du groupe centriste. Il aura l'occasion de les convaincre dès juillet et la session parlementaire. Un quatrième candidat socialiste à la présidence de l'Assemblée nationale, le député de Paris, Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, s'est en effet déclaré juste avant l'heure limite de dépôt des candidatures. Il rejoint donc Claude Barthelone, Jean Glavany et Elisabeth Guigou dans la course au perchoir. Du côté de l'UMP, Christian Jacob a été réélu président des députés avec 60% des voix face à Xavier Bertrand et Hervé Guémard. Jean-François Copé marque donc un point dans la guerre des chefs face à François Fillon. Explication et reportage de Jérôme Rabier. Une large victoire pour Christian Jacob dans un match qui servait surtout à se compter avant le duel Copé-Fillon, tête d'affiche du prochain congrès de l'UMP à l'automne. Avec 117 voix sur 197 députés, l'élu de Seine-et-Marne a été réélu dès le premier tour. Dans ses remerciements, il a tenu à saluer les élus et particulièrement le secrétaire général du parti dont il avait l'appui. C'est, je crois, le soutien de tous les parlementaires, tous ceux qui nous ont porté à la présidence, avec bien évidemment Jean-François, mais aussi tous les autres. Il sera donc le porte-voix de l'opposition dans l'hémicycle, mais aussi le relais de Jean-François Copé auprès des députés. Le perdant du jour, Xavier Bertrand, fort de tout de même un tiers des suffrages, prend date pour l'avenir. On m'avait dit c'est quasiment mission impossible. On m'avait dit on ne réussirait même pas à faire une dizaine de voix. Et en définitive, l'espace était beaucoup plus ouvert qu'on ne le pensait. Les choses sont ainsi faites. Il l'a emporté, maintenant on travaille ensemble. Moi, il est évident que tous les débats qui incarnent ma famille politique, j'y prendrai ma part. Unité, rassemblement, équipe, tous les élus n'avaient que ces mots à la bouche. À la veille de l'ouverture de la session parlementaire, la famille UMP veut apparaître soudée pour la bataille budgétaire qui se profile. Avec nous, Thierry Sausset, bonsoir. Bonsoir. Grand Manitou de la com, c'est comme ça que votre éditeur vous présente. Il est trop aimable. Sans excès de modestie de sa part. Oui, enfin, disons que c'est un domaine dans lequel j'exerce depuis longtemps et avec un peu d'influence. Notamment au début du quinquennat, puisque vous avez eu des responsabilités directes auprès de Nicolas Sarkozy pour l'accompagner dans sa communication. Dites-moi, l'UMP, on le voit, renoue avec la guerre des chefs et on compte les points, nous, dans le match entre Fillon et Copé. Est-ce que c'est cela, la construction d'une opposition crédible ? Bon, écoutez, il y a 4 candidats pour la présidence de l'Assemblée, vous le dites pas pour les socialistes, il y en avait deux seulement pour la présidence du groupe parlementaire. Franchement, enfin 3, pardon, j'ai oublié Guémard qui n'a pas fait beaucoup de voix. Écoutez, les compétitions pour des postes d'élection, tout ça se fait assez calmement, c'est assez normal. Il y en aura d'autres, y compris pour la présidence de l'UMP. Oui, mais en termes d'image, donc votre spécialité, Thierry Sausset, les lendemains de défaite sont toujours difficiles. Oui, je crois que dans les lendemains de défaite, on a toujours tendance à dire voilà ce qui allait pas avant, la parole se libère, il y a des exacerbations, enfin bon, tout ça c'est une période assez logique, mais ça passera. Est-ce que le Nini était un message clair, selon vous, juste avant le second tour des élections législatives ? Oui, je crois que ça a toujours été le message du RPR à l'époque, de Jacques Chirac, je veux dire, ni Front républicain, ni Front républicain. Non, ça n'était pas du tout le message de Jacques Chirac. Non, mais enfin, il se présentait d'une façon différente, mais c'est pas de désistement en faveur des candidats socialistes d'un côté. C'était le Front républicain. Et pas en faveur du Front national. Non, mais je parle pas de l'élection présidentielle, là, nous parlons des élections législatives. Donc ça a toujours été pas d'accord avec le Front national, et en même temps, pas de désistement en faveur des candidats socialistes. Je vois pas d'ailleurs pourquoi on se rapprocherait du Front national. Grâce à lui, probablement le camp adverse de l'UMP a 10, 20, 30 ou 40 parlementaires de plus. Le débat porte à droite, et on le voit bien en ce moment même au bureau politique de l'UMP, sur les valeurs. L'expression « valeurs communes » avec le Front national était-elle malheureuse pour vous ? Oui, je crois franchement que voilà, le Front national, ça a été toujours une machine à faire plutôt gagner la gauche. Il faudra que Mme Le Pen continue son travail de remise à niveau si elle veut un jour pouvoir exister à droite de la droite dans des conditions républicaines normales. En tous les cas, Nadine Morano, a-t-on appris il y a quelques instants, a réglé ses comptes publiquement lors de ce bureau politique avec François Fillon qui, on s'en souvient, avait critiqué sa conversation téléphonique qu'elle croyait avoir avec le numéro 2 du Front National. Donc ça s'est passé tout à l'heure dans le huis clos du bureau politique. Pendant que certains étaient dans des champs de pâquerettes, j'étais sur un champ de mines, a dit Nadine Morano, en visant évidemment l'élu du 7e arrondissement de Paris. À qui est-ce que vous donnez raison ?
Oh, écoutez, franchement, comme on ne sait pas très bien quel a été le montage de la conversation, à la place de François Fillon, je n'aurais pas, pour ma part, fait de commentaires. On fait des commentaires sur des déclarations publiques, sur des opérations comme ça dont on ne sait pas très bien ce qu'elles valent ni comment elles sont montées. Moi, je ne mets pas du tout en cause l'humoriste, ce qui fait est généralement très drôle. Mais franchement, on ne sait pas ce qu'il a restitué ou pas intégralement de cette conversation. On sait qu'elle a accepté de dialoguer, c'est ce que lui a reproché François Fillon. Oui, je ne l'aurais pas fait non plus. Vous ne l'auriez pas fait. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Comment est-ce que vous jugez la communication de François Hollande jusque-là? Écoutez, elle est délicieuse. C'était une sorte de storytelling jusqu'aux élections législatives. Alors maintenant, ça va être probablement le temps de la douloureuse qui va arriver. Mais c'était une image, n'est-ce pas, qui reste conforme à celle de la campagne électorale. D'ailleurs, je me suis gouré dans le livre. J'ai fait quelques erreurs et on les trouve puisque je n'ai rien changé. J'ai écrit le livre au fur et à mesure. Il a été composé au fur et à mesure. Je n'aurais jamais pensé que pendant un an, il était possible d'avoir une telle stratégie gagnante qui n'a jamais marché, ni pour Balladur, ni pour... ni pour sous-estimer l'antisarkozysme. Probablement pas, parce qu'il a été infiniment plus limité qu'on ne le dit. Écoutez, il finit à 48,5 alors que la plupart des chefs d'État ou des responsables sont battus dans une période de crise. Mais donc j'ai sous-estimé cette capacité, cette stratégie gagnante. Les primaires, c'est le premier tour, je vais gagner. Le premier tour de la présidentielle, c'est déjà le second. Et je fais toute la campagne avec quelques propositions. Je me tiens droit dans les débats, je ne change pas, je suis totalement constant. Je n'ajoute rien à tout ça, je passe au travers des gouttes, je prends le minimum de risques. Et ça a continué après l'élection. Ça a plutôt bien marché parce qu'on n'a rien annoncé, parce qu'on n'a rien commenté, des décisions de la Cour des comptes ou des propositions de la Commission européenne, de l'OCDE, etc. La difficulté va commencer maintenant. Voilà, avec juste un petit caillou dans la chaussure, c'est que le feuilleton de l'antinormalité a commencé. C'est une attitude qui l'a fait élire en partie. Cette espèce de simplicité, voilà, de banalitude. Ça peut pas continuer. Voilà, ça a commencé à être mis en cause avec les 160 km/h et le radar, avec le tweet de Madame Trierweiler. Ça va continuer le 14 juillet quand il dit au journal de France 2, vous voyez, je vous ai pas fait venir, mais on va faire venir les journalistes, on va les choisir et les chaînes à l'Élysée. Et donc vous verrez que voilà, c'est son Fouquet's à lui. Ça va devenir un espèce de feuilleton où à chaque fois on va dire mais ça c'est pas normal du tout. Mais là alors c'est en contradiction avec l'attitude, le style présidentiel. On a tellement critiqué Nicolas Sarkozy sur son style, et ben voilà, on va critiquer M. Hollande systématiquement sur cette normalité. À propos du tweet de sa campagne, il n'y est pour rien. On a dit que ça l'a fait dériver justement vers les errements du sarkozysme. Oui, mais écoutez, Sarkozy, il a connu des problèmes dans son couple comme des tas de gens. Là, pardonnez-moi, c'est des problèmes dans un couple, et puis c'est une petite dimension politique. C'est-à-dire, c'est assez rare de contredire à ce point-là son conjoint ou son mari ou sa femme, surtout quand il s'agit du chef de l'État. Vous parlez de cailloux dans la chaussure du président de la République. Comment jugez-vous les couvertures des hebdomadaires de la semaine qui, du Point au Nouvel Observateur, titrent donc au sujet du chef de l'État ce qu'il mijote ou encore « Oh, j'avais oublié de vous dire ». Oh, bah écoutez, ce qu'il mijote, ça c'est simple, ça va être le temps de la douloureuse. C'est-à-dire la question, pourquoi je pense que ça peut pas tenir, c'est parce qu'évidemment, entre les contraintes financières d'un côté et l'exacerbation des attentes sociales de l'autre, le gouvernement a une bonne chance d'en faire toujours trop pour les marchés et pas assez pour les électeurs qui lui ont fait confiance. Et donc ça va être très compliqué à gérer. Ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un défi majeur dans lequel la communication va jouer un rôle central. Restez avec nous puisque nous sommes en ligne avec Pierre Laurent qui est en duplex de la Mutualité où les communistes ont donc décidé aujourd'hui, sans surprise, de ne pas participer au gouvernement. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, bonsoir, merci d'être avec nous. Je voulais vous soumettre également les couvertures des hebdomadaires qui peut-être sont un épouvantail pour vous et une justification de votre non-participation au gouvernement, donc à propos de François Hollande, ce qu'il mijote ou encore « Oh, j'avais oublié de vous dire ». C'est un petit peu la teneur de votre discours, très offensif tout à l'heure. Non, pas exactement. Nous savons que la France va affronter des difficultés, mais justement, nous pensons qu'il faudrait que la gauche s'en donne les moyens. Et nous considérons que le programme présidentiel de François Hollande n'est pas tout à fait à la hauteur en la matière. Et nous avions proposé que soient prises en compte certaines de nos propositions. Le Premier ministre nous a dit que sa seule feuille de route était le programme présidentiel. Ça nous paraît insuffisant, ça ne nous place pas dans une position négative. Nous allons essayer de pousser nos propositions, de les faire avancer au Parlement dans le pays,
parce que nous les croyons utiles à la réussite du changement. Si effectivement nous ne donnons pas suffisamment de moyens en matière de fiscalité, en matière de reprise de pouvoir sur l'argent, nous allons être contraints de mener des politiques d'austérité. Si nous ne voulons pas le faire, il faut changer de cap plus sérieusement que ce qui est annoncé pour le moment. Bien, alors vous parlez d'austérité, vous la redoutez. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, à 2 jours, a évoqué la rigueur. On sait qu'il faut trouver 10 milliards d'euros, Pierre Laurent, pour respecter l'engagement de déficit auprès de Bruxelles. Donc ça passera forcément par des hausses d'impôts. Est-ce que vous espérez bien que les Français seront épargnés? Non mais il y a d'abord des privilégiés qui ont été servis pendant 5 ans de manière éhontée par Nicolas Sarkozy. Nous pouvons rétablir les impôts qu'a supprimé Nicolas Sarkozy sur ces catégories de personnes très riches. Deuxièmement, le problème, c'est qu'une part importante des richesses créées par le travail dans les entreprises ne participe pas à la création de la richesse nationale. Et il y a donc à revoir le système de mise à contribution de très grandes entreprises qui font fuir leurs richesses à l'extérieur du pays sans les réinvestir dans le pays. Donc on peut trouver des moyens. Et puis par ailleurs, comme il faut également investir, parce qu'on ne peut pas seulement aller chercher des impôts nouveaux, il faut investir, eh bien nous nous disons qu'on peut aussi étaler l'assainissement des finances publiques. Les critères qui consistent à nous dire qu'il faut que ce soit fait en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, nous paraissent irréalistes et dangereux parce qu'ils vont provoquer la récession au lieu de provoquer la croissance promise par François Hollande. Pierre Laurent, est-ce que ça a été un double coup de bambou pour vous le soir du second tour des élections législatives? Déjà, vos positions un petit peu en recul pour le Parti communiste, et puis d'une part, un parti socialiste donc, qui a la majorité absolue. Hein. Vous aviez dénoncé cette obsession du PS qui a réussi son pari. Non mais il y a deux problèmes différents. D'une part, pour notre résultat, nous avons un résultat paradoxal puisque nous avons eu plus de voix et plus de pourcentage et nous avons moins d'élus à l'arrivée. Donc là, il y a une injustice démocratique qui tient au système institutionnel et au mode de scrutin. Donc il faut une réforme démocratique de la Constitution et des institutions pour réparer ce type d'injustice qui déforme la réalité politique du pays. Quant à la majorité absolue du Parti socialiste, maintenant il l'a, c'est un fait. La question est de savoir comment il va l'utiliser. Il serait paradoxal qu'après avoir dénoncé une manière de gouverner qui n'écoutait pas le pays, on reproduise très vite la même chose. Donc je crois qu'il faut respecter les différentes composantes de la majorité, il faut écouter le pays, écouter les syndicalistes et ne pas se servir de cette majorité absolue pour imposer au forcing des réformes qui sont contestés par une partie de ceux qui ont élu François Hollande à l'Élysée. Alors ce pouvoir d'influence, j'ai envie de dire, est-ce que vous allez l'utiliser à plein au Sénat où là, on le sait, eh bien, le Parti socialiste a une majorité relative et que les élus communistes comptent peut-être double ou triple qu'à l'Assemblée nationale, Pierre Laurent? Mais nous l'utiliserons à l'Assemblée nationale et au Sénat de la même manière, c'est-à-dire de manière constructive. Nous allons faire valoir des propositions et nous entendons qu'elles soient prises en compte. Par exemple sur l'augmentation des salaires, sur la relance des services publics, sur l'interdiction des licenciements boursiers et sur d'autres mesures. Et nous espérons être entendus. Par contre, effectivement, nous ne voterons pas des mesures que nous considérons contraires à l'intérêt populaire et même dangereuse pour la réussite d'une politique de gauche. Par exemple, j'ai dit clairement tout à l'heure que nous ne ratifierons aucun traité européen qui ressemblerait au traité Sarkozy-Merkel. Donc s'il n'y a pas de vraie renégociation et de vraie redéfinition de ce traité, il ne faudra pas compter ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat pour adopter ce traité au mois de juillet prochain au Parlement. Très bien, voilà. Bon, l'avertissement est clair. Dernière question. Le mini-remaniement est attendu pour demain. Et le nom de Robert Rue est toujours évoqué, l'ancien responsable du Parti communiste français. Quel signe y voyez-vous? Écoutez, Robert Rue est une personnalité aujourd'hui qui n'est plus membre du Parti communiste. C'est une personnalité indépendante. Le Parti communiste a pris sa décision.
Elle sera une décision collective, donc il n'y aura aucun débauchage, parce que j'ai lu et ou entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Donc c'est une décision qui sera respectée par tous les communistes. Il n'y aura pas de communistes au gouvernement qui engage le Parti communiste ou le Front de gauche. Et si Robert Hue, qui est une personnalité indépendante, décide d'y aller, c'est un problème qui le regarde, mais qui ne nous concerne pas et qui ne nous engage pas. D'accord. Et donc, vous attendrez un petit peu pour venir siéger au Sénat que Nicole Borvo, donc on avait annoncé éventuellement au gouvernement, décide de se retirer. Oui, mais ça a fait partie des rumeurs sans fondement qui ont couru quelques semaines avec Nicole. Et moi-même, on a eu beau les démentir, elles ont continué à courir. Vous savez, les rumeurs, c'est parfois difficile à arrêter. Donc ça, c'est un changement qui était prévu. Nicole à un moment du mandat, me laissera la place au Sénat puisque je suis le suivant de liste. Nous n'avons pas encore exactement décidé à quel moment. Ça se fera tranquillement et en bon ordre pour continuer à permettre à notre groupe au Sénat de bien travailler puisque vous savez que Nicole en est la présidente actuellement. Patience et longueur de temps. Merci beaucoup Pierre Laurent d'avoir été en duplex avec nous aux côtés de Michael Zamès, donc à la Mutualité à Paris. Encore un mot Thierry Saucé à propos du titre, alors cette fois de votre livre, Sarkozy de l'échec, ça tout le monde a compris, au comeback. Vous avez des informations alors que tous les proches de Nicolas Sarkozy disent que son retrait est durable. Alors, premièrement, son retrait est durable. Et fabriqué comme il va se consacrer entièrement à sa nouvelle vie. Il ne fera plus de politique pendant quelques années. Mais mon analyse issue de mythes et mythologies politiques de Girardet, c'est que si l'homme normal échoue, il y aura besoin du retour du héros, en quelque sorte, c'est-à-dire du stimulateur d'énergie, de l'entraîneur. Il a préservé les chances de son retour. Son départ a été magnifique, son score a été honorable, son bilan va être évalué, sa popularité va remonter, et en quelque sorte, il est exactement à l'opposé de ce modèle de l'homme normal de Girardet, qu'il applique à Pinet en 52, mais qui pourrait très bien s'appliquer à François Hollande. Donc je pense que, en tout cas, personne n'a intérêt, d'abord je prouve mon optimisme, certes, mais personne n'a intérêt à penser que c'est forcément fini, raison pour laquelle à l'UMP, notamment à la présidence de l'UMP, je pense qu'il vaudrait mieux effectivement s'occuper d'organiser l'opposition dans les années qui viennent que de préparer les élections présidentielles de 2017. D'accord, merci de votre visite ce soir. Un sujet de consensus droite-gauche, la dissuasion nucléaire que Michel Rocard propose. Eh bien, tout bonnement de supprimer. L'ancien Premier ministre estime en effet qu'elle ne sert absolument à rien et pour un coût, dit-il, de 16 milliards d'euros par an, un chiffre sujet à caution, nous dit Paul Bouffard. Empêcher la guerre, affirmer sur la scène internationale que la France peut seule assurer sa survie en cas de conflit. Mais aujourd'hui, en période de crise, la dissuasion nucléaire a un prix. Et pour l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard, on doit tout simplement supprimer cette force. Selon lui, les 16 milliards d'euros consacrés à l'armement nucléaire ne servent à rien. Les avis divergent autour des ogives. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, on ne fait pas d'économie sur son assurance vie. À droite, pour Alain Juppé, erreur stratégique qui baisserait la garde de la défense française. Et les avis divergent aussi sur le coût de cette dissuasion. 16 milliards pour Michel Rocard. En réalité, selon les chiffres du ministère, pour 2012, les dépenses de la dissuasion nucléaire s'élèvent à 3,4 milliards d'euros en crédit de paiement, 21% du portefeuille de la défense. Et ce chiffre comprend notamment l'entretien des 4 sous-marins lanceurs, des avions bombardiers, l'entretien aussi du poste de commandement Jupiter, terré sous le palais de l'Élysée. Il comprend aussi la recherche et la simulation sur ordinateur des explosions de la bombe atomique française. Et avec nous le colonel Michel Goya, bonsoir, de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Cette dissuasion, selon vous, est-ce qu'elle est plus politique que militaire? En d'autres termes, est-ce qu'elle permet à la France d'être entendue dans le monde? C'est l'évidence. De toute façon, une arme qui n'est utilisée que par le président de la République, c'est par définition un instrument politique. Oui. Un instrument politique pour la défense de la nation, de ses intérêts vitaux, mais, et le général de Gaulle l'a bien dit, c'est une manière aussi à la France de tenir son rang international. François Hollande a déclaré durant sa campagne que la France a fini de payer les investissements nécessaires à sa capacité nucléaire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de l'entretenir? Oui. Les derniers essais naturels, je dirais, ont lieu en 96-97.
Là, on a une force qui a été réduite, hein, il faut le rappeler, depuis la fin de la guerre froide, qui a été réduite à peu près de moitié, et pour l'instant que nous entretenons. Donc il n'y a pas de nouvelles armes en préparation ou des armes aéroportées, par exemple, des projets de développement? Sur le nucléaire, non. Tout est figé. Donc il y a un moment où ces armes seront obsolètes? Oui, donc effectivement. Est-ce que c'est programmé comme les centrales nucléaires alors? Oui, alors effectivement, il faut remplacer, il faut peut-être réfléchir à terme au remplacement de ces ogives, mais c'est sur le long terme. D'accord, mais en disant cela, vous allez faire plaisir aux gens qui militent pour la suppression de la dissuasion nucléaire, donc Michel Rocard, les écologistes également, et d'autres qui disent que c'est une arme immorale. Là, on peut se poser la question aussi de l'arme morale. Il faudra m'expliquer ce qu'est exactement une arme morale. Bien sûr que l'arme nucléaire, c'est une arme de destruction massive, par définition. C'est quelque chose dont on peut difficilement se satisfaire, et tout le monde est convaincu que le monde serait meilleur s'il n'y avait plus d'armes nucléaires, et même plus d'armes du tout, d'ailleurs. On dit que c'est une arme aussi inefficace, en tous les cas ses détracteurs le disent, parce que par exemple, elle n'arrête pas les actions terroristes. Bien sûr, mais il n'a jamais été dit que cette arme servira à tout. C'est une arme qui est là pour défendre les intérêts vitaux de la nation. Et à cet égard, depuis que l'arme nucléaire existe, et pas seulement l'arme française, et donc à peu près bientôt 70 ans, on constatera que c'est la seule période dans toute l'histoire de la France où nos frontières n'ont pas été franchies par un envahisseur. Je vous propose d'écouter puis de réagir ensuite Jean-Vincent Placé, qui au début du mois de juin avait le premier, avant même Michel Rocard, vous vous souvenez, émis l'idée d'une réduction des crédits de la dissuasion nucléaire. C'était sur RTL. Une espèce de tabou en France qui fait que quand on dit qu'il faut réduire les dépenses militaires, on passe pour un affreux gauchiste. Par exemple, aujourd'hui aussi, l'arme nucléaire française totalement autonome, totalement indépendante. Est-ce que vous croyez que nous sommes encore dans les années 60-70 ? Qui appuierait aujourd'hui sur le bouton nucléaire ? Je crois de mémoire que ça doit coûter, ne serait-ce que par an, 4,5 milliards d'euros. Donc on pourrait s'en passer ? Mais bien sûr. En tous les cas, sur le plan financier, il était plus près de la réalité que Michel Rocard. Hein. Mon colonel, est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas déjà le cas, réduire dans d'autres budgets de la défense que la dissuasion nucléaire? Alors c'est déjà en partie le cas. Hein. En termes relatifs, on a quand même considérablement réduit le budget depuis la fin de la guerre froide. Alors bien sûr, on peut toujours réduire. Après se poser des questions de maintien de capacité, des questions cruciales, des maintiens de capacité industrielle, etc. Donc il faut, je pense que là on arrive à un seuil en matière de défense, en matière de budget de la défense, quoi. Très bien, merci à vous. La question du nouvelobs.com aujourd'hui, faut-il renoncer à la dissuasion nucléaire pour faire des économies? Et vous avez répondu non à 76%, comme quoi c'est un instrument de défense qui est très ancré dans l'esprit des Français. Oui, il faut rappeler que ça représente 0,15% du PIB. Bon, est-ce que la France ne peut pas se permettre de consacrer 0,15% du PIB à son assurance vie? Voilà, vous reprenez l'expression de votre ministre, Jean-Yves Le Drian, qui considère que la dissuasion, effectivement, est notre assurance vie. Merci beaucoup, colonel. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Question d'info. Bonsoir et à demain, à 19h. En 2005, Samsonite, fabricant américain de bagages, ferme son unique site français à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'usine, reprise par un constructeur de panneaux solaires, dépose le bilan 18 mois plus tard. Les salariés, licenciés sans indemnité, dénoncent une machination juridico-financière. Pas un seul panneau solaire qui a été fabriqué sur le site d'Hénin-Beaumont. Pas un seul. Donc c'était des panneaux solaires qui étaient apportés d'Allemagne pour faire croire au personnel qu'on pourrait en faire. Mais c'est pas vrai. Liquidation totale ou la longue bataille judiciaire de salariés contre un géant industriel, un documentaire d'Hélène Desplanques sur Public Sénat dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.